l'été, et les grandes vacances approchaient. La nuit était belle, et calme. La grande prairie étoilée éclairait faiblement les ruelles menant au château. Peu avant, un gros nuage noir avait avalé la lune. Les 4 enfants marchaient en silence, chacun ressentant à de menus riens l'attention des autres. Au loin, vers la Durance, un chien hurla. Soudain le gros nuage noir recracha la lune, et s'en fut brouter les étoiles, une à une. Le vol angulaire des chauves-souris dessinait à grands cris stridents d'immenses figures géométriques dans l'espace, on ne savait trop qui de la lune ou du nuage vaguait là-haut. La faible clarté laissait deviner les formes plus qu'elle ne montrait les choses. Une clarté sans ombre où les êtres, les arbres, les murs, le chemin s'évanouissaient tout d'un coup, aspirés par le néant. La silhouette du château se découpait en ombres chinoises, sombre sur sombre, bornant la nuit. Cette présence-là n'était pas pour rassurer les 4 dont l'anxiété s'accentuait en approchant du lieu de rendez-vous. L'heure n'était pas à la rêverie. Luc les attendait au pied des ruines, et les 4 redoutaient les moqueries du grand. « Qu'est-ce que vous attendez, bande de dégonflés ? Un menton, 2 joues, le bout d'un nez, un front, des trous noirs pour les yeux et la bouche. » Dans un recoin une face lunaire venait de trouer la nuit, une tête grimaçante, sans corps, en suspens dans l'obscurité. Farida poussa un cri aigu, alors que le cœur de Mohamed, Sylvie et Jean s'arrêtaient dans leur poitrine. C'était Luc. Il avait allumé sa torche sous son menton afin de leur faire peur. Voilà bien une idée digne de Luc, avec effet garanti. Tout avait commencé la semaine précédente, lors d'une récréation, lorsqu'une autre idée avait germé dans l'esprit tourmenté de Luc. Il était le plus grand en taille, et le plus âgé, de l'école de Malmort. Depuis que son père était parti, 3 ans plus tôt, l'enfant avait redoublé le CM1, puis le CM2. On distinguait aisément sa longue silhouette dégingandée appuyée contre le grillage de la cour, une moue moqueuse aux lèvres, le regard désabusé. Ce jour-là, il avait mis au défi Mohamed, Farida, Sylvie et Jean de passer la nuit éveillés devant l'entrée du château, et il avait lui-même fixé le gage pour qui s'endormirait le premier. Celui-là devrait rentrer dans l'enceinte de la bâtisse mangée par la végétation, encombrée de décombres, donnant asile aux rats, aux chauves-souris, aux corneilles. Et aux revenants, à la trêve, comme disaient les anciens, car on savait le château hanté. Aucun des 5 enfants ne s'était dérobé. L'un était sorti par la fenêtre, un autre par la porte de derrière, un autre encore s'était levé alors que les parents étaient couchés. Ils s'assirent en cercle, drapés dans leur duvet, autour d'une grosse lampe de camping posée à même le sol. Et la veillée commença. Luc grogna. Pourquoi le secouer alors qu'il avait encore sommeil ? Il entendit le rire des 4, et il comprit que ce n'était pas sa mère qui le réveillait pour se rendre à l'école. Il avait perdu. Autant pour ne pas perdre la face que pour fuir les regards ironiques des copains, il se dressa et se dirigea sans un mot, sans un regard pour les autres, vers l'enceinte. Qui aurait deviné que derrière la moue moqueuse, l'enfant cachait une si grande envie de pleurer ? Une fois seul, Luc pleura tout son soûl. Puis il entreprit d'explorer le château. Il trébucha plusieurs fois sur les gravats. Les ronciers, les arbustes griffèrent à plusieurs reprises son visage et ses mains. Peu à peu il apprit à se déplacer prudemment, le geste mesuré. Tout à coup, il crut voir le mur bouger, à sa base. Au couinement, il sut que c'étaient des rats qui glissaient d'un trou à l'autre. Son cœur sauta et il se cogna au mur lorsqu'une main lui caressa la jambe. Il vit le chat qui se plantait à quelques pas et qui le regardait avec indifférence, et il comprit que ce dernier l'avait frôlé. En mal de sympathie, il fit un pas vers le matou, mais l'autre gronda, et fit le gros dos. « Tu m'as dérangé une fois, maintenant je défendrai mon territoire. » Le pire était à venir. Il vit les yeux de la nuit s'allumer, 2 gros yeux jaunes, inexpressifs, et de grands bras squelettiques qui s'agitaient dans sa direction. La chose, le spectre ulula. Ce n'était qu'un hibou, ou un duc, qui faisait danser les branches du figuier où il s'était perché. Le rapace se dandina, puis il fit un pas en avant et se laissa chuter. Mais avant de heurter le sol,
Il déplia pesamment les ailes, brassa l'air, et s'envola dans un grand bruissement d'étoffe qu'on froisse. L'oiseau redressa son vol, et l'une de ses ailes s'en vint gifler l'enfant, qui paniqua et courut sans prendre plus de précautions vers la sortie. Ce qui devait arriver, arriva. Il se prit les pieds dans les arbustes, et il s'étala sur les gravats, alors que sa tête venait sonner sur un pavé. Peu à peu Luc reprit conscience. Son genou battait comme un cœur, et il ne parvint pas à le plier pour se mettre debout. Du doigt, il tâta la bosse qui déformait son front. Il avait mal, et peur, et les larmes brouillaient son regard. Qui que ce soit qui vint alors aurait été le bienvenu. Et qui que ce soit fut un homme pâle, qui le regardait en souriant, vêtu d'une tunique et d'une toge à la manière des Romains. « N'aie pas peur. Je suis immatériel et je ne puis rien contre toi. Vous êtes un fantôme, c'est ça? C'est ça. Je suis le fantôme d'un ancien Romain. De mon vivant je fus un maître cruel, je prenais plaisir à humilier et maltraiter mes esclaves. J'avais droit de vie et de mort sur eux, et j'en abusais. Un jour j'en fis crucifier un Salien, descendant d'un prêtre réputé. Avant de mourir l'homme me maudit. Puisque ton cœur est de pierre, tu erreras sur ce piton rocheux, me dit-il, jusqu'à ce qu'un jour naissant la lumière vienne mouiller de larmes de nuit l'ombre de mon supplice, je sentis mon cœur se pétrifier, et je rendis le dernier soupir en même temps que le supplicié. Toute la nuit durant le fantôme conta Malmort à Luc. L'occupation romaine et l'asservissement des Celto-Ligures et des Gaulois, la construction de voies, d'aqueducs et d'oppidums, villes ou camps retranchés, pour abriter les colons romains. Il conta les châteaux construits quelquefois à l'emplacement même des oppidums, sur des hauteurs, ou des pitons rocheux. Il dit le premier village de Malmort se pressant autour du château, et tout autour la terre grasse, riche du limon de la Durance et de la couche argileuse qui lui conservait l'humidité. Il dit les paysans fuyant les routiers, accourant vers le château alors que les colonnes de fumée des fermes, des granges et des champs incendiés parsemaient l'horizon. Il raconta la rivière nourricière et dévastatrice, le pont à péage qui se balançait au gré du Mistral, les forêts abritant des brigands, des forêts qui s'étendaient sur des lieues et des lieues, jusqu'à Sylvacane. Il dit les Templiers, les souterrains reliant le château et la commanderie, les marchés créés par la reine Jeanne. Il dit la synagogue, les Juifs chassés du Languedoc trouvant asile en Provence, des Juifs qui représentèrent jusqu'à 30% de la population de Malmort, avant d'être expulsés toujours plus loin, vers l'Europe centrale. Il dit les terres défrichées, la naissance de Charleval, le village voisin, gagné sur la forêt. Il dit encore les révoltes et les révolutions, les grandes épidémies, les famines, les guerres, les inondations succédant aux sécheresses. Il dit la succession des saisons, des ans, des générations, des siècles, tant de travail accumulé, détruit, sans cesse recommencé pour modeler en 2 millénaires la physionomie du village. Luc buvait les paroles du Romain, et découvrait un Malmort familier et pourtant méconnu, un livre d'histoire qui s'ouvrait et s'effeuillait page par page. Une histoire dont il était l'héritier. Les premiers coqs chantèrent, les premiers bruits du monde des hommes, assourdis et pourtant distincts, leur parvinrent. La vie, le travail, s'extrayaient de la nuit. Le jour n'était plus loin, et quand le premier rayon de soleil creva à travers une fenêtre à croisée de pierre, Luc vit l'ombre qu'elle faisait sur le sol. Une croix immense se dessinait non loin du figuier sauvage qui poussait au milieu des décombres. Il vit un petit quelque chose qui brillait tout au bout d'une des feuilles du figuier. S'approchant plus près, il y découvrit une goutte de rosée. L'enfant poussa un cri de joie. Les larmes de nuit, ce sont les gouttes de rosée. Et l'ombre du supplice, celle de la croix. Puis son front se rembrunit. Mais comment la lumière pourrait-elle mouiller de larmes de nuit l'ombre du supplice? C'est impossible. Le fantôme sourit malicieusement. La lumière, c'est toi. Quoi? La lumière, c'est toi. Luc veut dire lumière en latin, je suis bien placé pour le savoir. Doucement Luc détacha la feuille du figuier, il fit couler la goutte de rosée au cœur de l'ombre en croix. L'image du fantôme s'effaça progressivement,
Alors que quelque chose roulait sur le sol aux pieds de l'enfant, et que sur les lèvres transparentes du Romain il déchiffrait ce simple mot. Merci. Luc, tu as mal? Réveille-toi, je t'en prie, Luc. L'enfant pensa rêver encore. Cette voix, c'était celle de son père. Quand il ouvrit les yeux, il vit le visage anxieux penché sur lui. Ça va, Luc? Il grimaça en palpant le genou qui le lançait horriblement. Ça ira, je crois. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Le père raconta. Cette nuit-là, il fut réveillé après avoir fait le rêve étrange d'un homme vêtu d'une tunique et d'une toge à la romaine. Un homme qui lui disait que son fils avait besoin de lui. Il tourna et retourna dans son lit sans parvenir à se rendormir. Alors il prit la route, roulant de nuit en remuant dans sa tête tout ce qu'il voulait dire. La douleur de l'absence, la difficulté à revenir auprès de l'enfant et le temps qui passait accroissant chaque jour un peu plus cette difficulté. Parvenu à Malmort, le père de Luc se rendit immédiatement à son ancien domicile. La mère le fit entrer. « C'est bien que tu sois là, Luc ne va pas bien. » Puis elle monta réveiller l'enfant. Elle redescendit peu après, blanche comme l'hiver. Leur fils n'avait pas couché dans son lit. Ils se rendirent ensemble à l'école, où les quatre ne tardèrent pas à raconter le pari stupide, et comment ils avaient regagné leur domicile, de peur de se faire gronder, en laissant Luc se débrouiller dans l'enceinte du château. « C'est à moi d'y aller, » avait dit le père. « Ça va aller? Appuie-toi sur moi, » dit l'homme en passant son bras sous l'épaule de l'enfant. Luc ramassa une pierre, en forme de cœur, et sourit. « Ça va aller, maintenant. » approuva-t-il.